Merci Rémi Bazillet pour cette conclusion qui en même temps fera office d'introduction directe de l'intervention suivante, donc Chantal Mathieu, qui a eu sans doute l'immense responsabilité de traiter du respect de la personne au travail dans le cadre de son HDR il y a quelque temps et qui aujourd'hui va nous parler de l'effectivité des droits des salariés face aux politiques de l'emploi. Merci Madame la Présidente, merci aux responsables de ce colloque de m'avoir convié et merci d'avoir organisé un colloque qui permet de croiser autant de savoirs. Et si l'économiste est pessimiste, le juriste l'est peut-être encore plus. Ah ben non. Alors en droit du travail, la vulnérabilité, elle peut renvoyer à 3 catégories de personnes différentes. Tout d'abord, le terme vulnérable peut bien sûr désigner la partie faible au contrat de travail. Et dans ce cas-là, la vulnérabilité est liée à l'état de subordination dans lequel se trouve le salarié. Celui-ci est vulnérable parce qu'il est soumis au pouvoir de l'employeur. Dans une approche plus restrictive, sont vulnérables non pas tous les salariés, mais ceux qui sont exposés à un risque accru de perte de leur emploi en raison de leur état. Tel est le cas d'une femme enceinte, d'un travailleur handicapé, d'un victime d'accident de travail, et de manière générale de toutes les personnes qui sont susceptibles d'être victimes de discrimination. La vulnérabilité est alors étroitement liée aux caractéristiques d'un individu singulier et fonde une protection particulière. Et c'est l'approche retenue par le droit pénal du travail qui incrimine plus sévèrement le travail illégal commis à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité est connue de l'employeur. Mais avec l'avènement d'un chômage de masse et de longue durée, la vulnérabilité s'est métamorphosée pour couvrir non plus des salariés, mais ceux qui aspirent à le devenir. Le salarié apparaît en quelque sorte comme un privilégié au regard du sans-emploi. Autrement dit, la difficulté de trouver un emploi, non plus en raison de préjugés liés à l'état de la personne, mais en raison tout simplement du contexte économique, permet d'être qualifié de vulnérable. On peut ainsi recenser 3 approches assez différentes de la vie de la vulnérabilité. D'une part, la vulnérabilité infériorité qui renvoie à l'ensemble des salariés subordonnés. D'autre part, la vulnérabilité singularité qui vise une personne particulièrement fragile en raison de son état. Et enfin, la vulnérabilité précarité, qui rassemble les demandeurs d'emploi. La difficulté est donc de savoir dans quelle mesure l'effectivité des droits de toutes ces catégories de personnes est respectée. Alors, du point de vue des salariés, l'effectivité des droits suppose l'accès au juge. En effet, l'employeur bénéficie du privilège du préalable, et donc c'est aux salariés qui souhaitent contester une décision qu'il appartient de saisir le juge. Et le juge doit pouvoir apprécier la situation pour identifier quels sont les droits du salarié et ordonner une éventuelle réparation de son préjudice. Mais concernant les chômeurs, la problématique est différente car le droit en cause est celui énoncé à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution, c'est-à-dire le droit à l'emploi. Or, l'effectivité du droit à l'emploi implique non pas l'intervention du juge, mais du législateur à qui il appartient de mener des politiques actives en faveur de l'emploi. Or, depuis une quinzaine d'années, les droits des salariés entrent en collision avec les droits des chômeurs. En effet, le droit du travail en général et le Conseil des prud'hommes en particulier sont accusés ni plus ni moins d'être les responsables du chômage. Plus précisément, la complexité de notre matière, la longueur des procès, l'incertitude du jugement conduiraient les employeurs à ne plus embaucher. Et donc un slogan est né, repris par le gouvernement, il faut lever les freins à l'embauche. Or, comme le droit du travail et les juges sont présentés comme les verrous de ce marché de l'emploi, la solution est toute trouvée. Il faut simplifier le droit du travail et surtout limiter les incertitudes liées au jugement prud'homal. Autrement dit, au nom de l'emploi des chômeurs, il serait nécessaire de réduire l'effectivité des droits des salariés. La vulnérabilité précarité prendrait donc le pas sur la vulnérabilité infériorité. Et la question est de savoir s'il en est de même lorsqu'est en cause un salarié vulnérable en raison de son état. Est-ce que les protections particulières vont aussi être sacrifiées sur l'autel de l'emploi?
Alors pour envisager ces questions, il convient d'examiner les deux moyens qui visent à assurer l'effectivité des droits des salariés. D'une part, l'accès au juge et d'autre part, le pouvoir d'appréciation du juge. Alors concernant l'accès au juge, pour inciter les employeurs à embaucher, le législateur tente de diminuer les risques qui sont liés au contentieux devant le Conseil des prud'hommes. Et pour ça, il entrave l'accès au juge. Mais, et dans le même temps, il facilite la saisine du juge pour les publics les plus fragiles. Examinons donc tout d'abord des entraves à l'accès au juge au nom de la lutte pour l'emploi, et ensuite les appuis à l'accès au juge, cette fois-ci au nom des personnes en état de vulnérabilité. Alors, au nom de la vulnérabilité précarité, donc de la lutte pour l'emploi, l'accès au juge est entravé de deux manières différentes. Premièrement, les modes alternatifs de résolution des litiges se multiplient en droit du travail. Alors, c'était classiquement rarement autorisé en droit du travail au motif essentiel que le salarié est en position de faiblesse par rapport à l'employeur. Pourtant, depuis 2015, avec la loi Macron, on autorise la convention de procédure participative, la médiation conventionnelle. Or, ces procédures, elles peuvent être assez dangereuses pour le salarié. Et elles ne devraient donc être ouvertes que lorsque la subordination a cessé, c'est-à-dire après la rupture du contrat de travail. Pourtant, la loi ne le précise pas. Ainsi, pour relancer la croissance et l'activité, c'est le nom de la loi Macron, le législateur multiplie des mécanismes d'évitement du juge sans tenir compte du tout de la vulnérabilité infériorité du salarié. La deuxième entrave, c'est les délais de prescription. Ils sont, en droit du travail, bien plus courts que les délais de droit commun. Alors l'objectif, c'est là encore la rationalisation des procédures de contentieux judiciaire. Donc en droit commun, le délai est de 5 ans. Mais en droit du travail, il est de 3 ans pour les créances de nature salariale, de 1 ou 2 ans pour les actions liées à la rupture du contrat. Alors certes, les règles de prescription ne réduisent pas les droits des salariés, mais elles exigent de leur part une particulière diligence. Or, ces règles, elles ignorent le poids du pouvoir dans une relation subordonnée. Il faut savoir que moins de 2% des salariés qui agissent devant un conseil des prud'hommes sont encore en emploi. Ça veut dire que généralement le salarié n'ose saisir le juge que lorsqu'il a démissionné ou lorsqu'il a été licencié. Il est donc facile d'en déduire que de nombreuses créances de nature salariale sont partiellement éteintes lorsque le salarié agit en justice. Et donc on s'aperçoit ainsi, avec ces deux exemples, prescription et procédure alternative de résolution des litiges, que la vulnérabilité qui est intrinsèque à la subordination tend à s'effacer au nom de la lutte pour l'emploi. Mais ce constat n'est pas le même lorsqu'on s'intéresse à l'accès au juge des salariés les plus fragiles. Là, dans ce cas-là, le droit du travail apporte en effet des garanties supplémentaires aux salariés pour les accompagner dans l'exercice de leur action en justice. Et la loi identifie plusieurs catégories de personnes qui, en raison de leur état, sont susceptibles d'être moins bien traitées que les autres. Alors, il y a plus de 20 critères discriminatoires aujourd'hui en droit du travail. Certains sont classiques, le handicap, le sexe, la grossesse. D'autres sont plus novateurs, le nom de famille, le lieu de résidence. On envisage même d'y intégrer la précarité sociale. Et donc, pour permettre à ces salariés dits vulnérables de saisir un juge, les délais de prescription que j'ai évoqués tout à l'heure ne sont pas applicables. En matière de discrimination, l'action se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation. Et surtout, les victimes bénéficient d'un accompagnement pour mener l'action en justice. Plusieurs acteurs sont invités à intervenir. C'est tout d'abord le défenseur des droits qui peut assister le salarié dans la constitution de son dossier. C'est l'inspecteur du travail qui détient des pouvoirs étendus pour constater une discrimination. Et ce sont surtout les syndicats qui jouent un rôle essentiel, puisque pour assurer l'exercice effectif des droits des salariés victimes de discrimination, on a créé ce qu'on appelle des actions de substitution. Les syndicats représentatifs, ils peuvent agir au nom et pour le compte de la victime en justice pour obtenir réparation du dommage subi par la victime sans avoir un mandat de la part de la victime. Et donc c'est bien le syndicat qui exerce personnellement une action qui appartient pourtant à la victime afin qu'elle obtienne réparation. Et on évoquera aussi le projet de loi pour la justice du XXIe siècle qui envisage de créer une action de groupe en matière de discrimination au travail. Et là encore, ce sont les syndicats représentatifs qui auraient seule compétence pour mener une action, alors qui est une action de groupe un petit peu particulière puisqu'elle vise
principalement à faire cesser la discrimination et non pas à indemniser la victime. En résumé, donc, au nom de l'emploi des chômeurs, l'accès au juge est entravé pour les salariés ordinaires. Ils ne sont plus aujourd'hui considérés comme des vulnérables. En revanche, ce constat n'est pas vérifié pour les salariés les plus fragiles. Examinons à présent le pouvoir d'appréciation du juge lorsque celui-ci peut être saisi. Alors, en matière de contrôle du juge, on peut constater de nouveau qu'au nom de l'emploi, on porte atteinte au pouvoir d'appréciation du juge, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'on s'intéresse à la vulnérabilité singularité. En effet, en matière de politique de l'emploi, c'est le licenciement qui cristallise actuellement les débats. Ce serait la peur de ne pas pouvoir licencier qui conduirait les employeurs à ne pas embaucher. Et donc cette rhétorique a conduit le législateur à vouloir sécuriser le licenciement. Alors, pourtant, la règle n'est pas compliquée du tout. Tout licenciement doit reposer sur un motif valable, sinon le salarié a droit à des dommages-intérêts. Alors, en réalité, le patronat ne dénonce pas du tout la complexité de la règle, mais une double incertitude. D'abord, l'employeur ne sait pas si le motif qu'il a invoqué va être accepté par le juge, et d'autre part, s'il s'est trompé, il ne connaît pas par avance le montant des dommages-intérêts. Alors, pour répondre à la première incertitude, et toujours au nom de l'emploi, on a créé en 2005 un contrat dit nouvelle embauche qui permettait à l'employeur de licencier sans motif. Ça a été déclaré contraire à une convention de l'OIT et donc ça a été supprimé, mais depuis, le législateur a cherché d'autres voies. Il a posé notamment des présomptions de motifs valables de licenciement. Et tel est le cas des accords dits de maintien de l'emploi. Alors l'idée est simple, on vous propose une baisse de salaire et en échange, on vous promet de maintenir votre emploi. Alors le salarié, il a le choix. Soit il accepte la baisse de salaire, soit il refuse. Mais s'il refuse, il est licencié. Et la loi énonce que ce licenciement repose nécessairement sur un motif valable. Le juge prud'homal se voit ainsi privé de tout pouvoir d'appréciation. Et ces dispositifs, ils amplifient la subordination du salarié en instituant une espèce de chantage en l'emploi. Le droit n'offre aux salariés plus aucun moyen efficace de s'opposer à une décision patronale. Et donc, au nom du maintien de l'emploi, on l'oblige à se soumettre aux décisions de l'employeur. Alors, cette fois-ci, au nom donc, de la question de la seconde incertitude, c'est-à-dire la question de l'indemnisation, il a été proposé de fixer un plafond s'imposant au juge. Autrement dit, la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié qui perd injustement son emploi ne serait plus garantie. Alors, le pouvoir d'appréciation du juge s'en trouve cette fois-ci considérablement limité. Alors, la loi Macron, en 2015, avait prévu un plafond qui allait jusqu'à 27 mois de salaire en fonction de l'ancienneté et la taille de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a censuré, non pas dans son principe, mais dans ses modalités. Et donc, censuré en 2015, la proposition d'un plafonnement est réapparue avec l'avant-projet de loi El Khomri, actuellement en discussion. Et de nouveau, au nom de l'emploi, un plafond des indemnités versées en cas de licenciement abusif a été établi. Alors, on sait que devant l'opposition des syndicats, le gouvernement a cette fois-ci fait marche arrière sur cette question, qu'il n'y a plus qu'un barème indicatif, mais on sait bien que cette proposition reviendra un jour ou l'autre sur le devant de la scène. Et donc, là encore, on limite de manière importante le pouvoir d'appréciation du juge et le salarié qui sait que peut-être il n'obtiendra plus du juge la réparation intégrale de son préjudice va certainement parfois renoncer à saisir le juge, se terrer dans le silence au mépris du respect de ses droits. Or, il est intéressant de noter que ces mesures ne concernent pas la vulnérabilité singularité. En effet, si on reprend ces deux questions, qui est le motif de la rupture et l'indemnisation du salarié, on s'aperçoit que les protections spécifiques des salariés vulnérables ne sont pas touchées. Concernant le motif, il y a tout lieu de penser que les statuts protecteurs priment sur les présomptions de cause réelle et sérieuse que crée le législateur. Si je prends l'exemple d'une femme enceinte, son licenciement n'est possible qu'en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Et si on lui propose un accord de maintien de l'emploi, donc une baisse de salaire, il y a tout lieu de penser que l'employeur ne pourra pas, là, la licencier parce qu'elle a refusé l'accord collectif. Le statut protecteur va certainement primer sur les présomptions de cause réelle et sérieuse créées par le législateur.
Concernant cette fois-ci la question de l'indemnisation du préjudice, là encore, les salariés vulnérables en raison de leur état sont généralement exclus des dispositifs qui limitent la réparation du préjudice. Alors, c'était le cas dans l'avant-projet de loi El Khomri sur les plafonds d'indemnisation. On avait bien prévu que les femmes enceintes, les victimes d'accidents du travail, les victimes de discrimination n'étaient pas concernées par ces plafonds. Et cette solution, elle est d'ailleurs garantie d'une autre manière en droit du travail, puisque en matière de discrimination, les dommages-intérêts doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié, et ce, pendant toute sa durée. Et ça, cette précision, elle est très importante parce qu'elle montre bien la différence entre un salarié ordinaire et une personne discriminée. Pour le salarié ordinaire, le jeu de la prescription va généralement bloquer son droit à réparation intégrale. Donc, si vous avez un salarié qui n'a pas reçu sa prime depuis l'an 2000, il peut obtenir réparation que pour les 3 dernières années. Mais si c'est une personne discriminée, par exemple en raison de son handicap, et qu'elle est discriminée depuis l'an 2000 et qu'elle agit aujourd'hui, eh bien, elle pourra obtenir réparation des 16 années qu'elle a subi donc le préjudice. Et là, on voit bien que les règles de réparation viennent bien ici lutter contre la vulnérabilité singularité. Alors, en conclusion, l'étude de la vulnérabilité du point de vue de l'effectivité des droits des salariés aboutit donc à un résultat assez contrasté. D'un côté, le législateur veut lever les freins à l'embauche en niant, voire en amplifiant la subordination, et de l'autre côté, il apporte des garanties spécifiques aux salariés les plus fragiles. Ce constat, il s'explique par les politiques de l'emploi. Le vulnérable aujourd'hui, ce n'est plus le salarié, c'est le chômeur. Et si certains bénéficient encore d'un statut protecteur renforcé, c'est d'abord et avant tout parce qu'il faut chercher à éviter qu'ils perdent leur emploi. Autrement dit, la vulnérabilité en droit du travail est aujourd'hui essentiellement comprise comme une vulnérabilité du sans-travail. Pourtant, à s'occuper du taux d'emploi d'un point de vue macroéconomique, sans s'interroger sur ce qu'est un vrai emploi, assorti de droits dont le juge peut assurer le respect, on risque fort, à mon avis, d'accroître la vulnérabilité de tous les salariés.